Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Gabriel Noaget et je suis formateur CUDA de l'entreprise Applied Parallel Computing. Dans cette vidéo, je présenterai le traitement parallèle sur des processeurs graphiques et une introduction à la plateforme CUDA. Pour commencer, je présenterai la terminologie de ce nouveau domaine. GPU ou Graphic Processing Unit ou encore processeur graphique en français représente le périphérique qui jusqu'à présent a été utilisé pour faire des traitements graphiques. L'apparition des processeurs graphiques qui permet de réaliser des calculs généralistes fera naître un tout nouveau domaine, le GPGPU ou General Purpose Computing on GPU ou encore traitement générique sur processeur graphique en français. La réelle révolution du GPGPU a lieu en 2007 lorsque NVIDIA a mis à disposition des programmeurs la première version de son nouveau langage de programmation GPU, CUDA. Le CUDA, Compute Unified Device Architecture, ou encore architecture matérielle de calcul unifié, représente à la fois le langage de programmation, mais aussi l'architecture matérielle NVIDIA, qui permet un accès simplifié à ces unités de calcul programmables. NVIDIA propose 3 lignes de produits. Les cartes GeForce grand public sont destinées en principal aux joueurs qui sont intéressés par les meilleures performances dans leurs jeux vidéo. Les cartes Quadro sont destinées à des professionnels qui font du graphisme ou qui utilisent des applications du CAO. La dernière ligne, le Tesla, sont spécifiquement conçus pour le calcul parallèle. Ils sont les plus puissants en termes de performance crête. Maintenant, je présenterai l'architecture générale d'un processeur graphique NVIDIA. Mais avant de faire ça, il faut rappeler les caractéristiques d'un processeur classique pour bien comprendre les différences. Parce que tous les processeurs récents possèdent plusieurs cœurs physiques allant de 2 jusqu'à 12 pour les plus puissantes, avec une fréquence entre 2,6 et 3,6 GHz en général. Ces cœurs peuvent être vus même comme en double en mode hyperthreading. Chaque cœur est complexe avec une ou plusieurs unités arithmétiques, du pipeline profond, des unités de prédiction de branchement. Une importante partie du puce est occupée par des mémoires cache à plusieurs niveaux. Le bloc de base de l'architecture NVIDIA est le Streaming Multiprocessor. Il est composé de cœurs de calcul simples, 192 dans la dernière génération, cadencés à 1 GHz chacun. Le multiprocesseur comporte aussi 64 unités pour des opérations en virgule flottante, 32 unités spéciales, 32 unités de lecture-écriture dédiées aux accès mémoire, 65 000 registres et quelques mémoires cache de taille très petite. L'architecture la plus récente de NVIDIA, Kepler, comporte 15 streaming multiprocesseurs pour un total de 2688 cœurs CUDA. Il faut noter que les cœurs CUDA, malgré leur nombre important, sont beaucoup plus simples que les cœurs d'un processeur classique. Le périphérique est relié au système par un bus PCI Express 2.0 ou 3.0 dans les toutes dernières versions. L'image représente la disposition des unités de calcul dans une puce graphique et nous pouvons rapidement constater que la plupart de la superficie est occupée par des unités de calcul, zone verte. Contrairement à un processeur classique, une grande partie de la superficie est occupée par des unités logiques non dédiées au calcul et des mémoires cache. Les processeurs graphiques s'appuient sur un très grand nombre de cœurs, d'où aussi le nom des architectures massivement parallèles. Avec le support matériel, ces architectures sont capables de changer le contexte des fils d'exécution sans aucun surcoût, permettant de gérer des millions de fils d'exécution. En effet, c'est cet avantage qui permet aux processeurs graphiques de cacher les latences d'accès mémoire, pour lequel les processeurs classiques s'appuient sur son système complexe d'hiérarchie de mémoire cache et le système de contrôle. NVIDIA offre un vaste écosystème de développement pour ces processeurs graphiques. Les utilisateurs peuvent utiliser 3 méthodes pour accélérer leur application et obtenir de meilleures performances. La première méthode est la plus simple et d'utiliser des routines accélérées. Des simples appels dans le code permettent de tirer profit des bibliothèques optimisées pour les processeurs graphiques. La deuxième méthode s'appuie sur l'aide d'un compilateur intelligent qui prend en charge des directives insérées dans le code par le programmeur pour générer après, de manière automatique, le code à exécuter sur l'accélérateur. La troisième méthode, la plus complexe mais celle qui permet de tirer la meilleure performance grâce à un accès direct au processeur graphique,
consiste à utiliser le langage de programmation CUDA. Par la suite, nous présentons ce nouveau langage. Le processeur graphique est considéré comme un périphérique contrôlé par le système hôte, car il ne peut pas fonctionner indépendamment de celui-ci. Pour cette raison, le code accéléré est toujours démarré par le système hôte via un appel d'une fonction spéciale qui démarrera le calcul sur le processeur graphique. Un programme écrit en langage CUDA comporte deux parties. Le code périphérique qui s'exécutera sur le processeur graphique et qui comporte le calcul proprement dit, et le code hôte comportant la partie séquentielle qui inclut dans la plupart la gestion du périphérique. Le code périphérique écrit en langage CUDA n'est pas d'autre chose que du code C++ avec quelques extensions. Ces extensions sont des qualificateurs pour des fonctions et des variables, des fonctions et des variables prédéfinies. L'intégralité du code périphérique sera compilée avec le compilateur NVIDIA NVCC fourni avec le kit de développement. Pour le code hôte, il y a deux interfaces de programmation. L'interface CUDA Runtime, considérée de haut niveau, est la plus utilisée car elle permet la gestion automatique de certaines tâches comme l'initialisation ou la gestion de contexte d'exécution. La deuxième interface, le CUDA Driver, est considérée de bas niveau, étant très similaire au langage OpenCL. Elle est beaucoup moins utilisée car le programmeur doit s'en charger à faire toutes les opérations explicitement. Une fonction qui s'exécute sur le périphérique s'appelle un kernel. Son appel à partir du code hôte est très similaire à un appel de fonction classique C, à l'exception des triples chevrons utilisés pour configurer le contexte d'exécution. Le code hôte peut être compilé avec n'importe quel compilateur standard du système. Un kernel a quelques spécificités par rapport à une fonction classique. Il n'a pas de type de retour, doit toujours être déclaré avec le mot-clé --global --, et peut accéder uniquement à la mémoire périphérique à part quelques exceptions. La déclaration des paramètres ainsi que leur utilisation reste identique à une fonction classique. À l'appel d'un kernel, le périphérique générera un nombre important de fils d'exécution, appelés aussi threads CUDA. Chacun de ces threads exécutera le corps de kernel. Pour faciliter l'expression du parallélisme des différents types de problèmes, les threads sont regroupés dans une hiérarchie. D'abord dans des blocs et après les blocs dans des grilles. Les tailles à chaque niveau sont des limitations matérielles variables selon le modèle du processeur graphique. Pour identifier les threads dans cette hiérarchie, il y a des variables CUDA prédéfinies qui représentent les indices en 3 dimensions aux différents niveaux. À base de ces informations, nous pouvons retrouver l'indice global unique pour chaque fil d'exécution. Si on prend par exemple l'addition des deux vecteurs, et on considère que chaque fil d'exécution exécutera l'addition des deux éléments, le kernel qui exécute cette addition ressemble à celui-ci. Chaque fil d'exécution exécute le corps de kernel. Il calcule d'abord son indice global qui lui permet après de lire correctement deux éléments de chaque tableau et d'écrire le résultat de l'addition dans le troisième. D'une manière très générale, le code hôte comporte les étapes suivantes. Le périphérique qui exécutera le kernel est sélectionné. De la mémoire périphérique est allouée et des données y sont transférées. Le kernel est appelé pas avant qu'il soit configuré. Les résultats sont rapatriés et la mémoire périphérique libérée. Donc une des opérations principales consiste à allouer de la mémoire sur le périphérique. Pour ce faire, on utilise la fonction CUDA-malloc, très similaire à la fonction système malloc. Pour libérer la mémoire, on utilise simplement la fonction CUDA-free. La fonction CUDA même copie permet de faire des transferts entre le hôte et le périphérique en spécifiant d'abord la destination, la source et la taille de mémoire à transférer. Le dernier paramètre permet de définir la direction du transfert hôte vers périphérique, périphérique vers hôte en principal. La configuration du contexte d'exécution du kernel consiste à spécifier la taille de la grille et du bloc. Le passage des paramètres au kernel est classique et chaque fil d'exécution recevra ses propres copies. L'exécution et la compilation d'une application CUDA n'a rien de très particulier. L'outil de développement, qui inclut le compilateur MVCC, doit être téléchargé à l'adresse nvidia.com/getcuda et installé. Sous un système Linux, l'utilisation du compilateur est très similaire à celle du GCC. L'exécution est identique à n'importe quel autre binaire. Un environnement graphique de développement est proposé sous la forme d'une version Eclipse.
Sous Windows, le compilateur s'intègre facilement avec différentes versions de Visual Studio. Une extension Visual Studio dédiée au développement GPU est aussi proposée. En conclusion, les processeurs graphiques sont des architectures massivement parallèles, capables d'exécuter des milliers de fils d'exécution en parallèle. Ce grand nombre et l'habilité de changer ces contextes sans surcoût permet de cacher les latences des accès mémoire. Il existe un certain nombre de livres sur le sujet de la programmation CUDA qui permet d'approfondir les notions introduites dans cette présentation, mais aussi la zone CUDA du site NVIDIA avec des importantes ressources, des exemples, des études de cas, de la documentation. Merci pour votre attention et d'avoir suivi cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail affichée.